Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de venir pour la première fois, non seulement à Chambéry, mais en Savoie. Je voulais bien sûr remercier chacune et chacun d'entre vous d'être présents ce matin. Je voulais aussi remercier Rose et Gilles, que j'ai rencontrés lors d'un congrès à Caen, en Normandie, il y a 2 ans. Et c'est vrai que très rapidement, quelque chose s'est établi entre eux, ma femme et moi. Et donc, je voulais les remercier très très chaleureusement. Et puis remercier aussi toute l'équipe de médecine symbolique. Et je dois dire que c'est aussi l'énergie que toutes ces personnes dégagent qui a vraiment touché mon cœur. Donc merci mille fois à médecine symbolique et puis aussi bien sûr à vous tous ici. J'ai un petit peu réfléchi sur le thème que je voulais présenter sur les grands voyages de l'âme. Bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire, et peut-être la première, c'est est-ce que nous avons une âme ? Est-ce que tout le monde a une âme ? Est-ce qu'un arbre a une âme ? Est-ce qu'un chien a une âme ? Je crois que l'âme, c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle le vivant dans l'univers. Quelque chose qui n'a pas cette énergie, cette flamme, peut-être n'a pas d'âme, ou peut-être n'est pas vivante dans le sens où on l'entend. Ce qui veut dire pour moi que l'âme, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui nourrit l'énergie de l'univers, c'est quelque chose qui nourrit quelque chose qu'on appelle l'être humain. C'est aussi quelque chose qui fait rire les enfants, qui fait fleurir les premières fleurs du printemps et qui fait tourner les soleils. Hier, j'ai écouté quelques conférences qui sont vraiment que j'ai trouvées réellement intéressantes, et j'ai pensé à Réjeanne Hérault, qui avait écrit un livre sur la réincarnation il y a quelques années, et qui avait fait une interview sur mes travaux. Et elle a cité un certain nombre de théoriciens, donc du voyage hors du corps, du voyage hors du temps. Et ce sont principalement des médecins ou des psychiatres. Et je me suis dit, mais finalement, il y a aussi des physiciens qui s'intéressent à cela. Parce que si vraiment vous pensez que l'âme existe, mais l'âme c'est une énergie, c'est quelque chose qui influence et qui donne une énergie à tout ce qui marche, à tout ce qui vit, à tout ce qui vole, à tout ce qui rampe. Je crois que l'aventure, pour moi, a commencé peut-être il y a longtemps, peut-être il y a 30 ou 50 000 ans. Excusez-moi, faut pas que je me trompe. Voilà. Et il y a 30 ou 50 000 ans, enfin entre 30 et 50 000, selon la paléoanthropologie, il y a eu une mutation neuronale chez les êtres humains de cette époque. Et ça a été peut-être le début du voyage vers l'autre monde. Donc des êtres investis que la tradition planétaire va appeler chamans, eh bien à travers des techniques très simples, en collant l'oreille sur le sol qui bougeait à travers le grondement des troupeaux, à travers la pluie qui tombe, à travers le bruissement des feuilles, ils entraient dans un état particulier de conscience. Et peut-être ça a été le début du grand voyage. Si vous voulez, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, parce que c'était la semaine dernière, une personne à Paris qui me dit je connais un médecin qui est un spécialiste de l'imagerie médicale, les IRM et les PET scans. Et donc, il travaille beaucoup sur la manière dont le cerveau fonctionne lorsque nous avons des pensées et des émotions. Et donc, pour lui, la conscience, elle est intimement liée aux processus cérébraux. Et donc je dis à la personne, mais ça voudrait dire que toutes les religions de l'humanité,
tous les prophètes, tous les sages, tous les saints, tous les médiums, bref, si vous voulez, tous ceux qui ont un lien avec l'autre monde et avec des capacités particulières du cerveau, eh bien tout ça, ce serait pas vrai. Et donc elle me dit, oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui dis, mais les religions pourraient ne pas exister. Et il dit oui. Ça voudrait dire que si notre conscience est liée à la manière dont notre cerveau travaille, ça voudrait dire qu'il n'y a rien après. Et c'est quand même quelque chose de terrifiant. Et donc parfois on m'a dit, ah mais vous êtes dans un système de croyance. Alors j'ai dit non, je ne suis pas dans un système de croyance, je suis dans un système d'expérimentation. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre le phénomène du voyage hors du temps, de ramener les gens durant leur enfance, qui est relativement facile, de ramener les gens durant la vie intra-utérine. Et là, vraiment, il y a quelque chose d'autre qui commence à surgir, c'est-à-dire toute la conscience intra-utérine. Et je me rappelle d'un producteur de TF1, à la fin des années 80, qui s'appelait Bernard Martineau. Et Bernard s'était intéressé à mes travaux et il a fait un documentaire qui a été peut-être l'un des premiers sur une grande chaîne nationale qui s'appelait « Le bébé est une personne ». Et donc c'est vrai, dans le ventre d'une maman, eh bien le bébé est déjà une personne. Mais lorsque vous ramenez les personnes en relaxation, quels que soient les termes utilisés, mais dans un état, on va dire un basculement de l'état normal de veille, eh bien à peu près vers 3 mois fœtal, eh bien les gens vont dire je flotte. Alors bien sûr, il y a eu des recherches cliniques qui ont été faites, il y a eu des expérimentations universitaires. Je pense à l'université de Stanford. Je pense à quelqu'un que j'ai bien connu ici, qui était un grand monsieur, une légende. Qui était Ian Stevenson. Ian Stevenson, il était professeur de psychiatrie à l'université de Virginie à Charlottesville. Et il avait écrit un livre dans les années 80 qui s'appelait « Ces enfants qui se souviennent ». Et il avait écrit, ça c'était son deuxième livre, pardon. Le premier livre, c'était « 20 cas suggérant la réincarnation ». Donc on reconnaît la prudence de l'universitaire, parce que suggérant. Mais Stevenson, je l'ai rencontré d'une manière personnelle. On est passé tous les deux quelques années plus tard sur le plateau de Ex Libris avec Poivre d'Arvor pour la présentation de son deuxième livre. Ian Stevenson, il avait une prudence normale d'universitaire, mais c'est quelqu'un qui était convaincu qu'il y avait quelque chose en nous qui ne peut pas mourir. Il y a quelque chose en nous qui préexiste à notre naissance et quelque chose qui survit au moment où ce corps va cesser ses fonctions. Et c'est vraiment ce grand voyage de l'âme. Et donc, ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant, parce que ma vie m'a amené aux 4 coins de la planète, donc j'ai non seulement travaillé avec des personnes qui avaient un intérêt pour la survie de l'âme après la mort, mais aussi des traditions qui n'ont aucun lien avec une croyance en la survie de quelque chose après la cessation des fonctions du corps physique. Par exemple, Nonoma, si vous voulez, fait partie de la tradition Cheyenne. Donc les Cheyennes vivent dans le Nebraska, vivaient dans le Nebraska au 19e siècle. Mais on a travaillé et vécu aussi partiellement en Amazonie, parce qu'on a vécu 7 ans au Brésil avec mon épouse. Et donc on a rencontré des Indiens d'Amazonie, dont un chef qui s'appelle Tinia. Et Tinia, c'est donc un chef d'une tribu qui s'appelle les Fulnio, qui veut dire les Indiens de la rivière. Et donc en Polynésie aussi, avec des Maoris de Polynésie centrale, et puis des personnes de l'île de Pâques, des Pascuans. Alors vous comprenez qu'on est dans des traditions où la réincarnation n'existe pas. Et pourtant, eh bien quelque part, il y a cette capacité inscrite dans notre héritage spirituel de voyager à travers le temps. Alors souvent, on m'a posé la question, on m'a dit
Alors parfois on m'a dit, vous êtes réellement physicien? Ben oui, voilà. J'ai vécu 12 ans aux États-Unis, j'ai vécu 9 ans à New York et 3 ans à Chicago, mais j'ai passé un 3e cycle de physique théorique dans une université qui est remarquable, qui est Columbia. Et c'est à Columbia que j'ai passé une thèse sur la nature du temps en mécanique quantique. Et donc c'est en fait cet intérêt particulier pour ce qu'est le temps qui m'a amené vers quelque chose de totalement imprévu et qui a fait basculer ma vie, puisque à la fin des années 70 et au début des années 80, j'avais entendu parler de régression dans les vies antérieures, ce qu'on appelait past life regressions, hein, ou alors, si vous voulez, les thérapies sur les vies antérieures. Alors il y aurait une fois encore énormément de choses à dire sur cette capacité. Ce dont je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est pas convaincre, mais simplement dire voilà ce qu'on a observé, voilà ce qui a été vécu. Il faut que chacun fasse son cheminement. Mais ce que j'ai vécu personnellement, ou ce que j'ai fait vivre à des tas d'autres personnes, et je crois qu'il y a à peu près 19 nationalités qui ont travaillé avec moi, c'est que quelque part, inscrit en nous, eh bien, il y a l'histoire lointaine de ce que nous avons fait et de ce que nous avons été en des temps originels. Alors vous comprenez, la réincarnation, bien sûr, on peut se poser la question. Est-ce que ça existe? Alors, bon, je vous donne des chiffres, mais les chiffres sont pas importants, mais ça veut dire que quelque part, j'ai quand même eu une expérience, j'ai dû faire 12 000 séances de régression. C'est vrai que je n'en ai plus fait beaucoup ces quelques 10-15 dernières années, parce que j'ai fait d'autres recherches sur d'autres axes dont je vais parler tout à l'heure, mais si vous voulez, bien sûr, j'ai eu des gens qui avaient un intérêt, des gens qui venaient pour des problématiques qu'ils n'arrivaient pas à solutionner dans le présent, et puis aussi des gens qui venaient, qu'on a pris en expérimental, qui disaient « non, moi je ne crois pas ». C'est un système de croyance. Et à un moment donné, quelque chose se produit et la personne va basculer vers un scénario qui n'appartient pas au présent. Et si vous voulez, je l'ai souvent dit, finalement, c'est de la psychanalyse ou de la psychothérapie au niveau de l'âme. Quelque part, une personne, elle va comprendre certains grands axes de sa vie. Alors j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ma démarche, parce que bien sûr, je suis entré dans un domaine que je ne connaissais pas. C'était principalement des hypnothérapeutes. Hein, par exemple, hier, Réjeanne a parlé de Brian Weiss. Et si vous voulez, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il y a réellement une autre manière de travailler et de faire prendre conscience aux personnes qui ils ont été, pourquoi ils sont comme ça? Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille vers des gens et vers des traditions qui ont la connaissance, qui enseignent quelque chose qui est tangible. Et donc j'ai fait 20 ans de Kriya Yoga, j'ai fait 4 ans de médecine tibétaine, j'ai suivi la voie du chamanisme traditionnel. À la fin des années 70, on ne parlait pas de chamanisme. Lors de mes études à Columbia, on est entre 73 et 76, je voulais aller voir des Indiens. Do you know our Indians? Indians, no more. Hein, les Indiens, il n'y en a plus. Hein, je disais, où est-ce qu'il y en a des Indiens? Pour l'Américain moyen de cette époque-là, il n'y avait plus d'Indiens. Et donc un jour, il y a des copains qui me disent, tiens, viens, on va t'emmener dans une réserve Cherokee en Caroline du Nord. Alors je dis, c'est loin. Vous savez, moi j'arrivais de Strasbourg, hein, je suis alsacien d'origine, donc des années 70 de mon village alsacien jusqu'à Manhattan, c'était un choc culturel, mais aussi un choc au niveau du type d'enseignement dans les universités américaines. Et donc, ils me disent non, c'est pas loin, et c'est à peu près à 800 kilomètres. Alors, vous voyez, les distances, c'était pas pareil. Et en fait, je suis tombé durant une cérémonie de 4 jours chez les Cherokees, qui s'appelle le Trail of Tears, le chemin de larmes. Et donc les Cherokees, tous les 4 ans,
ils ont cette cérémonie qui célèbre leur déportation en 1838 des Carolines, donc nord et sud, et ils ont été déportés vers l'Oklahoma. Oklahoma, en langue indienne, veut dire là où rien ne pousse. Et donc, en octobre 1838, eh bien, l'armée américaine a rassemblé les Cherokees comme du bétail, les ont littéralement exportés, déportés de leur terre originelle. Mais en 1975, je suis tombé en plein sur la célébration de ce que eux appellent le traumatisme originel. Et donc, c'est là, en fait, où quelque chose, si vous voulez, a commencé à, je sais pas, je me dis, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de penser, peut-être qu'il y a d'autres manières de réfléchir, peut-être qu'il y a d'autres manières d'appréhender la réalité. Alors, est-ce que la réincarnation existe? Eh bien, écoutez, malgré tout ce que j'ai vu, malgré ce que j'ai vécu personnellement, malgré ce que j'ai fait vivre à des tas de gens, eh bien, j'ai encore une question. Est-ce que réellement ça existe? Mais je voudrais aussi vous dire quelque chose. Moi, je suis bon, si vous voulez, la physique théorique, ce sont les historiens de la physique. Par exemple, je vais vous dire, en 1905, Einstein a développé la relativité restreinte. Alors, on va toujours parler d'Einstein, qui réellement est un génie. Mais il y a aussi les travaux d'autres théoriciens sur lesquels il s'est articulé, que ce soit Max Planck, que ce soit Ernst Mach, que ce soit De Broglie, etc., etc. Mais ce qui a fait le génie d'Einstein, c'est qu'il a rassemblé en un tout cohérent plus quelque chose qui lui appartient. Il a donc été le père du début de la mécanique quantique. Mais les physiciens théoriciens sont des historiens de la physique. Donc, quelque part, il fallait que je retourne vers mes études originelles, d'où ça vient, qui a la connaissance, qui explique, pourquoi ils expliquent, sur quoi ils s'articulent, etc., etc. Et donc, ça a été aussi une autre aventure. Alors, je disais, je suis un peu on va dire un fan de ce que l'on appelle le principe d'incertitude, qu'on appelle réellement en physique les inégalités de Heisenberg. C'est-à-dire, et pour expliquer simplement, le fait d'observer une expérience va changer les paramètres de certaines particules qui composent cette expérience. Donc, quelque part, on ne voit jamais la réalité. Et donc, c'est Heisenberg qui a développé ça dès les années 30. Le principe d'incertitude permet aussi quelque chose. Si vous êtes totalement convaincu de ce que vous croyez, il n'y a plus de place en vous pour autre chose. Et donc, je me suis souvent dit, il faut jamais que je sois certain de moi, parce que il y aura plus de place en moi pour dire, et s'il y avait encore autre chose? C'est la raison pour laquelle je me dis, est-ce que loin en moi, est-ce que réellement ça existe ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Mais je veux dire, en presque 40 ans maintenant, si je peux parler simplement, j'ai pas pu piéger le système. Ce que les gens ont vécu, il y a eu des preuves. Des gens sont allés sur des lieux qu'ils ont décrits. Je vous donnerai 2 ou 3 exemples tout à l'heure. Alors, voyager vers un passé antérieur. Pourquoi? Alors, il y a des gens qui disent « Oh, moi j'ai assez d'enquiquinement dans ma vie présente. S'il faut prendre ceux des vies antérieures, je vais pas m'en sortir. » Mais c'est vrai que lorsque la conscience s'ouvre, il va y avoir différents phénomènes qui vont se produire. Il va y avoir un sentiment d'union. Il va y avoir le sentiment de transcendance de l'espace-temps. Il va y avoir le sentiment du sacré. Alors bien sûr, il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il faut vivre des vies antérieures? Alors je le dis et je réponds très clairement, non, non. Si vous voulez, vous savez que pour gravir la montagne, eh bien, il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Donc, on n'a pas besoin uniquement de vivre des vies antérieures pour s'ouvrir à soi-même spirituellement et pour se rendre compte du vivant qui existe sur la planète et sous toutes ses formes dans l'univers, mais
c'est aussi des aspects entiers de la vie quotidienne d'une personne qui soudain trouve une explication dans une expérience quelconque. J'avais rencontré un psychanalyste à Chicago qui s'appelait Greg Paxson. Et c'est Greg Paxson qui m'a fait vivre mes premières expériences. Parce que ça faisait 2 ans que je m'intéressais au phénomène, mais j'avais rejoint un groupe de psy. Donc il dit, oh tiens, t'es physicien, tu peux avoir des idées intéressantes. Nous, on se réunit une fois par mois parce qu'on est confronté à une problématique qui nous dépasse. Mais ce qu'on a vu et vécu et observé, c'est que lorsque des gens ramènent à la conscience des scénarios d'une soi-disant vie précédente, des pans entiers de leur existence présente commencent à s'améliorer. Mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Et donc, pendant 2 ans, une fois par mois, à peu près 9 ou 10 fois par an, eh bien, j'ai fait partie de ce groupe. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, mais si je veux comprendre réellement ce qui se passe dans la tête des gens, il faut que je vive l'expérience moi-même. On ne peut pas parler de quelque chose si on ne l'a pas vécu. Quelqu'un qui va parler du rêve sans jamais avoir rêvé de sa vie, eh bien, c'est quelqu'un qui peut avoir une connaissance théorique, mais si vous me permettez l'expression, il ne l'a pas vécu avec ses tripes. Il ne l'a pas vécu, si vous voulez, à l'intérieur de lui. Et donc, ben voilà, me voilà parti en direct au XIe siècle, très exactement en 1065. Et j'ai ramené à la conscience la vie d'un abbé. Alors, je ne suis pas abbé aujourd'hui, hein, tout va bien. Mais, si vous voulez, et j'ai retrouvé le nom de cet homme, c'était l'abbé Lanfranc. Dans cette expérience, je parlais de l'enfrein. Et l'enfrein, j'ai décrit l'abbaye où il a vécu. Et puis aussi une rencontre avec quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui est Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie. Et donc pendant à peu près 45 secondes, j'ai parlé en haut français du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène que les spécialistes linguistiques connaissent, ça s'appelle la xénoglossie. La xénoglossie, c'est l'art de parler une langue sans jamais l'avoir apprise. Alors vous allez me dire que 45 secondes, c'est pas très long, mais en 45 secondes, on peut dire beaucoup de choses. Et donc, j'ai parlé à Guillaume en haut français. Et j'ai décrit la bataille de Hastings. J'ai décrit donc en 1066 les Saxons qui dévalaient les collines et toute la cavalerie normande en ordre de bataille. Mais vous comprenez, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. C'est quelque chose, j'avais pas besoin de réfléchir, de dire des E, des A, peut-être, j'imagine. Non, c'était là. Mais quand Grégory Paxson m'a ramené à la conscience, j'ai été comme sonné. Je me suis dit, bon sang, mais c'est quoi tout ça ? Et donc, j'ai fait des recherches à la bibliothèque de Manhattan, puisque j'habitais encore à New York à ce moment-là. Lui était à Chicago. Et donc, je suis tombé sur un livre du Haut Moyen-Âge, enfin un livre d'histoire du Haut Moyen-Âge, et je suis tombé sur l'abbaye de l'abbé Lanfranc. Et donc, cette abbaye, c'est l'abbaye du Bec-et-Loing. Et en 1983, au moment de la semaine des rameaux, lors d'un passage en France, eh bien, je suis allé au Bec-et-Loing et j'ai vécu quelque chose de très très particulier. Parce que quand je suis descendu du bus, j'avais pas de voiture, j'ai pris le train de la gare Saint-Lazare jusqu'à Évreux. Et de Évreux, j'ai pris le car qui passait dans différents villages. Et donc, je suis arrivé à la tombée de la nuit au Bec-et-Loing. Ça s'appelle l'abbaye du Bec. Et ça a été fondé en 1065. Et donc, quand je suis descendu et j'ai vu les murs de l'abbaye, il reste encore des pans du monastère originel. J'ai eu quelque chose que peut-être certains connaissent, qui s'appelle le phénomène de déjà-vu. C'est-à-dire que vous avez les jambes qui commencent à trembler, vous entrez en tachycardie, et puis quelque part en vous, quelque chose dit « c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Et donc c'est le frère Robert, qui est le frère portier, qui m'a ouvert. Et j'ai pas dit « bonjour, ici l'abbé Lanfranc, en direct du XIe siècle ». Mais voilà, quoi. Et donc, si vous voulez, le frère Robert, lorsque j'ai écrit mon premier livre « Nous sommes immortels », parce que je suis retourné plusieurs fois dans cette abbaye, parce que j'avais aussi besoin de comprendre ce qui m'arrivait et de comprendre ce qu'est la réalité de l'âme. Alors, pour écourter
toutes ces histoires, eh bien, je suis... le matin, j'allais à la messe. Ils avaient 5 messes par jour, c'est des bénédictins. Mais j'allais pas 5 fois par jour, mais j'y allais le matin, le midi et à la messe du soir. Mais le matin à 7h, écouter les moines chanter l'amour du Christ, j'ai retrouvé l'énergie christique en moi et que j'avais oublié et rejeté depuis mon adolescence. Parce que quelque part aussi, on parle beaucoup de spiritualité, mais je voudrais vous partager quelque chose avec vous. Si vraiment vous avez une conscience spirituelle, eh bien ça vous donne une force, ça vous donne une ossature, ça vous donne une colonne vertébrale qui vous permet d'avancer dans votre existence. Et pour utiliser un terme que les politiciens ont un peu piqué, c'est de rester droit dans ses bottes. Voyez. Donc, si vous voulez, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que j'ai voilà, quelle heure est-il? J'ai toc, bon, ça va. Mais si vous voulez, il va y avoir trois grandes catégories de personnes. Il va y avoir des gens qui ont des problèmes physiques. Alors, bien sûr, si vous avez mal au genou, c'est pas parce que vous avez le genou explosé dans une vie antérieure, mais si quelque part c'est quelque chose qui est récurrent, qui va, qui vient, qui revient. Vous avez passé des analyses, vous avez vu des médecins, vous avez vu des spécialistes. Ils savent pas, ils comprennent pas. Si quelqu'un me dit j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ils savent pas, ils comprennent pas, on n'est pas totalement certain, mais on a un gros doute que ça peut être ce que les yogis appellent un samskara, c'est-à-dire un résidu karmique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va se passer. Je peux donner un exemple très précis et qui m'a vraiment aidé dans cette carrière. J'ai été contacté il y a longtemps maintenant, il y a, ça fait presque 30 ans, enfin il y a 25 bonnes années, par TF1. Parce que TF1 voulait filmer une régression. Alors vous comprenez, moi je suis malgré tout un homme discret. Il y a des choses que je n'ai jamais voulu faire. Et puis en plus, si vous me permettez l'expression, c'était un peu casse-gueule. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Et donc, bref, si vous voulez, et c'était Poivre d'Arvor. C'était pour l'émission d'Ex Libris. Mais j'avais rencontré la productrice de l'émission. Et elle dit... je voudrais faire l'expérience et donc par contrat, parce que j'ai dit je vais être totalement maître de ce qui se passe et s'il y a des choses, par exemple où la personne dit on m'égorge, je veux pas que ça passe à l'antenne. Donc ils ont respecté. Mais cette femme, elle a vécu une décapitation. Et donc, bref, si vous voulez, il montre à l'antenne une séance très courte, mais qui n'était pas la séance de décapitation, enfin le moment de la décapitation, mais des descriptions très particulières. Et 8 jours après, la dame me téléphone, et puis elle me dit, écoutez, je voudrais vous voir à titre personnel, parce que depuis 7 ans, j'ai des problèmes de nuque, et depuis 8 jours, j'ai une espèce de légèreté dans la nuque que je n'ai jamais eue avant. Alors, j'ai vu plusieurs ostéos, j'ai vu des rhumatos, on m'a donné des anti-inflammatoires, on m'a dit que c'était la 3e cervicale qui se décalait sans arrêt, mais ça va, ça vient, je suis tranquille 2 mois, ça revient, ça repart, etc., etc. Or, là, j'ai cette sensation particulière. Et en fait, c'est grâce à elle, si vous voulez, qu'ensuite, il y a eu 2 Ex Libris, et puis des gens ensuite que j'ai connus, comme par exemple Jacques Villeray, comme il y a eu Sheila, puisque Sheila, on a parlé, elle a écrit un livre qui s'appelle Les Chemins de Lumière. Il y a eu Christophe Lambert, qui a aussi été un homme très très particulier, puisque c'est l'immortel de Highlander. Donc il y a eu un article dans Le Figaro Madame où l'immortel de Highlander rencontre l'auteur de Nous sommes immortels, parce que cette année-là, il avait été consacré l'homme de l'année, voyez, etc., etc. Mais simplement pour vous dire que c'est pas quelque chose de sensationnel, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de, c'est vraiment
enfin, je sais pas, c'est quelque chose d'indéfinissable. Quand on travaille, on a les yeux clos et on emmène la personne. C'est pas des vies de rois, c'est pas des vies de reines, c'est pas des vies de je ne sais pas quoi. Ce sont toutes les cultures planétaires du passé qui reviennent à la surface. C'est la misère du soldat sur le champ de bataille. C'est la maman qui pleure devant ses enfants morts dans un village détruit. C'est la misère du galérien. C'est, je sais pas, c'est les cultures chinoises. C'est un chaman amérindien sur le chemin de la conscience cosmique. C'est un prêtre égyptien qui va expliquer comment il va être en contact avec Osiris, le bien-aimé de l'âme. Donc peu à peu, c'est nos histoires de toutes nos cultures planétaires qui ressurgissent chez des gens qui parfois n'ont aucune conscience. Voyez, donc voilà les vies spirituelles. Alors si vous permettez, voilà, hein, j'en ai pas vécu 50 des vies, mais j'en ai vécu 8 ou 9. Hein. Mais il y a des vies que j'ai vraiment creusées, des vies où je suis allé sur place. Alors bien sûr, je disais, il y a les problèmes physiques, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a les problèmes émotionnels, psychologiques. Par exemple, des gens qui ont la phobie des foules. J'ai rencontré des gens qui disaient j'ai un sentiment de suffocation dans les foules, je peux pas. À l'extrême, une dame qui arrivait à 10h moins le quart à l'ouverture d'un grand magasin à Paris. Dès que les portes s'ouvraient, elle faisait ses courses en vitesse parce qu'elle avait des points de repère. Et vers 10h15, 10h20, quand les gens commençaient vraiment à arriver, eh bien, elle ressortait. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'elle va revivre ? Eh bien, elle va revivre une mort, si vous voulez, lapidée par une foule en furie, quoi. Donc, quelque part, une partie primitive de son cerveau, qu'on appelle le réseau amygdalien, va commencer à sonner l'alarme et à dire « danger, danger, danger ». Donc, il fallait voir ce qui était inscrit non seulement dans ses corps d'énergie, non seulement au niveau de ses mémoires corporelles, mais aussi dans un réseau primitif du cerveau qui est le réseau amygdalien. Un peu de personnes ont travaillé sur ce réseau qui est vraiment qui provoque des piratages neuronaux. On a beaucoup travaillé sur les structures primitives du cerveau. Et donc, quelque part, lors d'une expérience, eh bien, je décris l'Égypte. Et je décris une salle hypostyle. C'était en 1984. J'étais jamais allé en Égypte. Je descends un couloir souterrain. Alors il y a un couloir comme ça, et puis j'arrive devant une porte. La porte, elle s'ouvre, et là il y a un homme assez grand, assez ascétique, et il me montre un sarcophage vide. Et donc je décris, parce qu'il y a encore Gregory Paxson. So, what are you doing now? Alors je dis, je m'allonge dans le sarcophage. Mais dans le sarcophage, je décris des inscriptions. Et par la suite, j'ai su que c'était le livre des portes et le livre des cavernes. C'est-à-dire que vous avez des inscriptions dans certains sarcophages rituels où en fait le prêtre va psalmodier, non pas ce qu'on appelle des mantras, parce que mantra c'est un terme sanskrit, mais ce qu'on appelle dans la liturgie pharaonique des lamentations. Et donc il va se lamenter. Et je décris 6 fleurs de lumière disposées 2 triangles, un la pointe vers le haut et l'autre la pointe vers le bas. Donc ça fait 6 fleurs. Et donc ça commence à tourner de plus en plus vite. Et tout à coup je me sens aspiré. Et voilà, je vois une femme très très belle, nue, avec une tête de lionne. Et la lionne, elle essaie de me déchirer, littéralement. Et donc, il se passe, je sais pas où, une espèce de lutte, et tout à coup, j'entre dans une lumière, et j'entends dans ma tête, tu es arrivé vers le bien-aimé de l'âme. Donc pareil, je reviens, mais je n'avais aucune connaissance de l'Égypte. En 1986, je tombe sur un livre d'un égyptologue qui s'appelle Max Guillemot. Et Guillemot écrit un livre que vous pouvez toujours trouver, qui s'appelle Les rites initiatiques en Égypte ancienne. Donc, je lis ce livre, et donc il parle de l'initiation d'Osiris. 8 étapes. Donc j'arrive à la 3e, la 4e, la 5e étape. Et je dis, bon sang,
mais c'est ce que j'ai décrit. Sauf qu'à la 5e étape, parce qu'il y a un papyrus qui existe, qui s'appelle le papyrus T32. Dans ce papyrus T32, la 5e étape, elle est vide. Mais à la fin de cette 5e étape où le papyrus reste muet, eh bien, le prêtre, il est proclamé justicier vivant. Et donc Guillemot et d'autres égyptologues disent, mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans cette 5e étape, parce que ce prêtre qui s'allonge là, ce prêtre qui rentre dans cette crypte et ensuite on ne sait pas ce qui se passe, il est proclamé justifié vivant. En 1989, je vais pour la première fois en Égypte et je vais à Abydos. Abydos, c'est le saint des saints de tous les temples en Égypte, parce que lorsque Osiris a été découpé en morceaux par son frère Seth, eh bien, il a jeté les morceaux de son frère Seth dans le Nil. Et donc Isis, qui est devenue veuve, elle va chercher les morceaux de son époux et elle va trouver son cœur à Abydos. Mais pour les Égyptiens anciens, l'âme était dans le cœur. C'est-à-dire que symboliquement, l'âme d'Osiris dort en Abydos. Et donc, je vais dans ce temple, et voilà, encore, ce n'était pas un phénomène de déjà-vu, mais une grande émotion. Je sors du temple par derrière, et je marche dans les sables, je ne sais pas pourquoi. Et tout à coup, j'arrive dans une espèce de, si vous voulez, dans le désert, à 500 mètres, il y a un temple, à moitié enfoui dans les sables. Et donc, si vous voulez, je le vois comme ça. Si vous voulez, moi, j'étais assis au bord, si vous voulez, de cette espèce d'ensablement. Je suis assis par terre. Et juste en face de moi, parce qu'on ne peut pas descendre dans le temple, hein, ils ont mis des barrières, il y a un corridor. Hein. Et je dis, mais c'est le corridor que j'ai décrit dans la régression de 1984. Hein. La technique des fleurs de lumière, je l'ai utilisée et je l'ai enseignée. Vous pouvez sortir hors de votre corps avec cette technique. Donc vous comprenez, ce qu'on a aussi trouvé, c'est qu'on peut ramener des techniques du passé pour les utiliser au présent. Et donc quelque part, eh bien lui, c'est le Dieu bon, c'est le Dieu au cœur arrêté, c'est Osiris. Et quelque part, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens originels? Pour eux, l'Égypte réelle se trouve dans la Voie lactée. Et donc, ils ont essayé d'inscrire la demeure de leur Dieu sur la terre d'Égypte. Vous regardez la constellation d'Orion. Orion, on l'appelle l'archer. Mais il y a 3 étoiles à la ceinture de cette constellation. Voyez ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? Sur le plateau de Gizeh, ils ont reproduit les 3 étoiles de la constellation d'Orion, c'est-à-dire la demeure d'Osiris. Alors je ne veux pas aller plus loin parce que là on en a encore pour jusque dans l'après-midi, hein. Mais je vais simplement vous donner l'année dernière au mois de mai avec ma femme, c'était notre 22e voyage en Égypte. Hein. Et c'est vrai que quelque part, mis à part les problèmes gouvernementaux, etc., hein, parce que si vous voulez, c'est devenu une dictature en Égypte, et il faut le savoir, hein, mais c'est vrai que c'est notre maison. On y a vécu des choses, on a emmené des gens, et vraiment, ça a été l'une des grandes religions de l'humanité. Et donc, lorsque les premiers érudits grecs vont arriver vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, la grande Égypte pharaonique, elle avait déjà un petit peu disparu. Mais il restait encore quelques initiés. Donc il y a un érudit qui s'appelle Osiris qui va rencontrer un des derniers grands initiés égyptiens. Et il va lui dire, voilà, là-haut, c'est la demeure d'Osiris, hein, la constellation d'Orion. Mais nous, on l'appelle le champ de roseaux, ou on l'appelle le Ro Sétaou. Mais les érudits grecs ont transcrit champ de roseaux par les Champs-Élysées. C'est-à-dire que les Champs-Élysées parisiens ont un lien direct et entier avec la constellation d'Orion. Et c'est peut-être aussi d'une manière subtile la raison pour laquelle il y a l'obélisque de Luxor, place de la Concorde. L'autre obélisque se trouve au temple de Luxor. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais le président Mitterrand, qu'on a vu à Assouan, parce que Mitterrand a lu Guérison spirituelle et immortalité,
qui se trouve chez le libraire là-haut. Excusez-moi pour le coup de pub en passant. Non, mais je le dis parce que il était hors impression. Moi-même, je savais pas qu'il l'avait réédité. Bref. Et donc, si vous voulez, Mitterrand, il a redonné l'obélisque de la place de la Concorde au gouvernement égyptien. C'est-à-dire que ce qui se trouve juste dans le carré de l'obélisque de la Concorde, c'est terre égyptienne, ou plus exactement, terre pharaonique. Donc, les vies spirituelles, si vous voulez, eh bien, elles permettent aussi cette compréhension que quelque part, nous avons été, nous sommes et nous serons. Et quelles que soient nos convictions, dans un sens ou dans l'autre, je sais qu'il y a quelque chose en nous qui ne peut pas mourir. C'est Lavoisier qui disait, le pauvre avant d'être guillotiné en 1776 ou 78, et vous vous en rappelez peut-être, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc quelque part, nous sommes des êtres en transformation. Alors, il y a aussi, là c'est un peu mon deuxième volet, il y a aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Alors, je suis pas là pour vous dire je fais ceci, je vois cela, etc. Mais peut-être à travers les expériences que j'ai vécues au fur et à mesure des années, il y a une espèce de machinerie qui a commencé à se mettre en route dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir les corps d'énergie et à voir la lumière autour des gens. Alors c'est non seulement cette espèce de bande lumineuse, mais c'est aussi des informations qu'une personne a vécues. Hier, par exemple, quand Réjeanne a parlé d'une âme qui commençait sa descente, si par exemple une dame va voir un médium, le médium va dire « Madame, vous allez voir un enfant ». Et la dame, elle va dire oh bah écoutez, j'ai déjà 4 enfants, merci, j'ai déjà donné. Ou alors, vous savez que mon mari, ça va pas trop fort, c'est pas tellement prévu dans le plan quinquennal. Mais voilà. Et tout à coup, 3 mois après, boum, la dame est enceinte. Donc elle va dire mince alors le médium, elle s'est pas trompée. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'au moment de la descente dans l'incarnation, si vous voulez, c'est comme un cercle. On va quitter ce qu'on appelle le bardo de l'entre-deux-vies. Un bardo veut dire état de conscience en tibétain. Donc c'est le bardo de l'entre-deux-vies. Va faire son choix ou son refus d'incarnation, parce qu'il y a des refus d'incarnation, et à ce moment-là va commencer sa descente. Mais la maman n'est toujours pas enceinte, va descendre, et 4 à 6 mois plus tard, il va y avoir le moment de la conception. Or, si vous voulez, pendant la descente, on va dire techniquement que la maman est enceinte astralement. Quelque part, l'empreinte de l'âme qui est en train de descendre est déjà dans le corps astral de la maman. Et si une personne a ce qu'on appelle des capacités spéciales, elle va dire « Madame, vous allez avoir un enfant » parce qu'il a ou elle a détecté une énergie en fait qui est en train de descendre. Alors, si vous voulez, on a commencé, parce que 20 ans de Kriya Yoga, 4 ans de médecine tibétaine, on travaille à un moment donné sur la structure vibratoire et de l'être humain et de l'univers. Donc, on va commencer à comprendre comment nous sommes structurés. Mais alors, pour être simple, le corps éthérique, voyez, alors guérisseur visionnaire, là aussi, il y a des moments, c'est remarquable. On va dire, dans un état particulier, pathologie parle-moi. Parce qu'une pathologie quelconque, c'est une information. Une information, c'est une conscience. Donc on va parler à la conscience de la problématique. Parle-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a donné vie, qu'est-ce qui t'a généré, etc., etc. Donc on va parler de guérisseur visionnaire. On va parler de mutation neuronale de l'avenir. Est-ce que vous avez la capacité de médiumnité? Alors je peux vous assurer et j'affirme que oui. Ça fait partie de notre legs, ça fait partie de notre héritage spirituel. Alors je vais vous expliquer l'une des clés de la médiumnité. Au centre de notre crâne, dans ce que les anatomistes appellent le 3e ventricule cérébral, qui est une petite grotte dans la tête et qu'on appelle, dans la tradition védique de l'Inde, la caverne de Brahma, vous avez un petit champignon qui s'appelle la glande pinéale. Il y a à peu près une quinzaine d'années,
le département de neurologie de l'université de Sao Paulo, au Brésil, ils ont découvert que notre glande pinéale, eh bien, c'était un minéral vascularisé. C'est-à-dire que quelque part, dans votre tête, vous avez un petit caillou, et c'est un minéral qui s'appelle apatite. C'est A-P-A-T-I-T-E, apatite. Et donc, l'apatite, il y a deux types. Il y a celle qui est opaque, et puis la variété gémologique, elle est bleu ciel, enfin un bleu un petit peu soutenu entre le bleu de Prusse et le bleu ciel. Et donc, si vous voulez, lorsque cette glande hormonale, elle est activée, elle va libérer une hormone, lorsque la glande pinéale est activée, et elle va libérer une hormone qu'on appelle la diméthyltryptamine, en abrégé la DMT. Et la DMT, elle génère des états visionnaires. Vous voulez devenir médium? Activez votre glande pinéale et faites-lui sécréter de la DMT. Vous allez voir. Alors vous allez me dire comment on fait. Et c'est là où le secret, bien sûr, n'est pas révélé. Voilà. Rien de commercial dans l'histoire, bien sûr. Voilà. Non, mais voilà. Si vous voulez, moi j'ai vraiment essayé de traquer et de séparer le vrai du faux ou l'à peu près de la fabulation. Vous voyez, vraiment de voir ce qui était possible et puis ce qui reste du domaine de la supposition, de l'à peu près, etc. Vous voyez, donc on va parler de thérapie énergétique et puis de thérapie quantique, c'est-à-dire vraiment les sciences de la lumière. Alors là aussi, si vous voulez, ça pourrait être une conférence, voilà, mais nos corps d'énergie, on suppose que le corps éthérique, le premier, qui porte son nom juste, c'est un corps qui est éthérisé, eh bien, il est fait de particules qui se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et donc, ces particules, l'université de Stanford qui travaille là-dessus, les ont appelées les tachyons. Tachyon, ça veut dire, en grec, ce qui va vite. What goes fast, voyez. Mais si ce sont des particules supraluminiques, vous comprenez que la lumière, elle contient et elle véhicule des informations. C'est-à-dire que quelque part, tout autour de nous, il y a l'histoire entière de notre existence. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un est allongé, on monte, si vous voulez, jusqu'à peu près 80-90 centimètres. Et c'est l'histoire entière de la personne qui commence à défiler. Et on va dire maintenant, je comprends pourquoi vous avez cette problématique. Donc, depuis quelques années, on va commencer à parler de médecine informationnelle ou de thérapie informationnelle. Je vais vous donner un exemple. En 2015, j'ai été invité par l'université de Milan pour un colloque sur les nouveaux paradigmes scientifiques des 15 à 20 prochaines années. Donc on est à l'aube des années 2030-2035. Quels vont être les modèles scientifiques? Donc moi j'ai choisi dans un environnement universitaire de parler d'univers tachyonique. Alors bien sûr, à chaque fois que j'utilisais un terme particulier, il fallait que je cite mes sources. Mais parmi les intervenants intéressants qu'il y avait, on était 7 intervenants, il y avait le benveniste italien qui est le professeur Biava. Et donc c'est un oncologue réputé en Italie et j'ai été passionné par ce qu'il a dit. À un moment donné, il dit « Nous savons aujourd'hui que le cancer est une erreur de programmation de la cellule, mais nous ne savons pas où et à quel niveau se situe l'erreur. » Et donc je me suis dit « Bingo !» Et donc quand j'ai développé les univers tachyoniques, j'ai dit « Mais ce sont des réseaux mémoriels qui, eux, vont organiser la pathologie. » Donc les gens qui connaissent ce travail, eh bien, qui ont eu un cancer et qui s'en sont sortis, parfois vont dire « Je viens pour voir si l'information qui a généré le cancer n'existe plus. » Alors bon, il faut faire attention parce que si vous dites « Non, tout est clean, tout est OK. » Donc, moi, je sais où est ma place et où commence la médecine. Donc, je ne suis pas en confrontation avec la médecine, mais simplement, je sais que la pathologie, le désordre émotionnel, eh bien, il est inscrit dans nos corps d'énergie. Alors, bien sûr, on va parler aussi de corps astral.
Voilà. Voyez, regardez. Le corps éthérique, c'est l'histoire de la personne. C'est le dernier rempart avant la pathologie. Lorsque Rose et Gilles ont parlé d'endroits sacrés, et lorsque, je crois, c'est Gilles parlait de l'élévation vibratoire sur un lieu sacré, c'est totalement et entièrement vrai. Lorsque vous montez votre taux vibratoire, c'est-à-dire la densité de la zone dense du corps éthérique, le corps éthérique, il va fonctionner comme en pyrolyse. Il va essayer de stopper une information qui descend de manière à ce que l'information ne s'inscrive pas au niveau physique. Et ça, c'est de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, on travaille sur des réseaux informationnels. Et donc, quelque part, eh bien, l'être humain, vous et moi, et les autres copains partout, eh bien, nous sommes de gigantesques réseaux d'informationnels complexes. Et donc, si nous permettons une purification des mémoires ou des réseaux mémoriels toxiques, eh bien, à ce moment-là, le corps éthérique, lui, peut remplir entièrement son office. Je voulais simplement donner une explication, enfin, une indication complémentaire. Lorsque vous allez sur un lieu sacré, vous allez dans des sites dans la région, ou alors vous allez sur des sites planétaires, Stonehenge, Machu Picchu, les pyramides d'Égypte, etc., la chambre du roi de la Grande Pyramide, c'est vrai que quelque part, vous montez en vibration. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, et ça on a mis longtemps à le comprendre, on l'a compris seulement depuis quelques années, le temps se modifie. C'est-à-dire que quelque part, vous n'êtes plus traversé par le temps séquentiel linéaire tel que nous le connaissons, le temps se ralentit. Et si vous entrez dans une zone où le temps n'existe plus de la même manière, eh bien nos cellules qui sont traversées par le temps entre guillemets normal, eh bien elles peuvent se régénérer beaucoup plus rapidement. C'est la raison pour laquelle vous avez ces effets bénéfiques au niveau du corps physique. Il y a des kystes mémoriels et bien sûr l'influence du futur sur le présent. Alors, l'influence du futur sur le présent, pourquoi ? Parce que le corps éthérique, il a une vision entre 6 à 18 mois dans le futur. C'est-à-dire que lui, il est capable de voir s'il y a une pathologie qui est en train de descendre, parce que certains de ces paramètres vont commencer à se modifier. Nous, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 3 ou 6 mois. Lui le sait déjà. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les thérapies dites quantiques, qui sont des thérapies informationnelles, eh bien, c'est vraiment une tendance extrêmement intéressante pour permettre à quelqu'un non seulement de vivre correctement sa vie, mais aussi comme, vous savez, les Navajos, enfin, on est allé en pays Navajo dans le sud-ouest américain plusieurs fois. C'est une région où j'aurais aimé terminer ma vie, dans le nord de l'Arizona, un endroit qui s'appelle Flagstaff. Qui ressemble un peu, je parle des Vosges parce que je connais les Vosges alsaciennes, mais c'est des forêts de sapins, c'est à 3000 mètres d'altitude, mais on est dans des contrées, dès que vous descendez à 1000 mètres, il fait 30-35 degrés, donc 3000 mètres, il fait pas froid. Eh bien, si vous voulez, les guérisseurs Navajo disent « walk in beauty ». Walk in beauty veut dire marcher sur le chemin de la beauté, ce qui veut dire mourir en bonne santé, à un âge avancé. Tout le monde n'a pas envie de partir trop tôt, parce qu'on a toujours des choses à terminer. C'est pas le moment, mais vous comprenez que si on va vers un âge avancé, et puis dans un état de santé qui est ce qu'il est, eh bien, on a envie que ça aille un petit peu mieux. Si vous voulez, moi, j'ai pas de formation médicale, mais je dis toujours, ma maman, il y a aussi mon père quand même, mais ma mère m'a donné une bonne cervelle. Je savais pas qu'il y avait autant de gens qui souffraient. Je savais pas qu'il y avait autant de malades. Donc, c'est le physicien, avec une vision spirituelle, qui dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour solutionner ces problématiques au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau planétaire? Comment permettre d'avoir une vie durable, équitable, juste pour chacun d'entre nous, que ce soit les personnes de toute race, de toute condition, de toute confession religieuse, à partir du moment où ça ne met pas en danger l'autre. Vous comprenez ? Et alors,
Le corps astral est, on y voit là, mémoire de vie antérieure. C'est là où se trouvent les vies antérieures. C'est là où on va commencer à avoir des images de passé ancien. Mais quelque part aussi, quand on voit dans le corps éthérique qui commence sa formation vers l'âge de 3 mois fœtal et qui termine sa carrière au 40e jour après la mort, eh bien, si on voit des images antérieures à cette vie dans le corps éthérique, on sait que c'est une problématique karmique. Et donc, ça s'appelle un samskara, c'est-à-dire un résidu karmique. Alors, si ça vous intéresse, il y a des cancers d'origine de constellation familiale que j'ai pas le temps d'aborder là, mais il y a aussi des cancers d'origine karmique. Alors si ce sont des cancers d'origine de cette vie avec des dérèglements dus à des gènes qui vont favoriser le cancer au niveau de notre code génétique, c'est une chose, mais si c'est un cancer d'origine karmique, c'est beaucoup plus difficile. Et là, la médecine conventionnelle ou les thérapies conventionnelles n'ont plus d'effet parce qu'il fallait sauter le pas vers l'avant-vie. Voyez. Maintenant, voilà, vous voyez par exemple, ça sont des images de choses qu'on traite, des choses que j'ai traitées, une tumeur cérébrale. Là, on va brûler un réseau mémoriel, c'est la technique du pivert, c'est-à-dire qu'on va brûler littéralement dans l'éthérique un réseau karmique. Ça, si vous me permettez l'expression, c'est une vacherie. Ça, c'est de l'arthrose cervicale, et donc on va brûler comme des fumées, si vous voulez, dans la nuque. Ça, c'est un cancer de la thyroïde. Donc, on va brûler l'information de la thyroïde. Voyez. Donc, quelque part, vous comprenez le champ des possibles. Et si tout est bien structuré et logique, ça devient quelque chose de tout à fait remarquable. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui m'a donné l'idée, ça, c'est un sarcophage. Et donc, quelque part, je voulais peut-être pas nécessairement la montrer, mais je voulais vous montrer des montages qu'on a fait, des cryptes minérales. La personne, elle est allongée dans un arrangement de cristaux qui ont la forme d'un cartouche égyptien, 70 cristaux, 7 qu'on appelle la couronne étincelante, et puis un cristal maître, et donc il y a tout un protocole d'activation, et à ce moment-là, vous êtes dans quelque chose qu'on appelle une respiration d'univers. Alors je vais vite, voyez. Maintenant, c'est ma dernière. Quelle heure est-il? J'ai encore combien de temps? Oui, voilà, j'ai encore 43 secondes. Non. Bon. Je peux encore avoir 10 minutes, D'accord. 10 minutes? D'accord. Voilà. Alors, voilà. Comment arriver réellement à une forme de conscience spirituelle? Vous comprenez, si on raisonne avec notre hémisphère gauche, l'hémisphère gauche, il nous sert à mettre la fourchette dans la bouche et pas dans l'oreille quand on mange. Il vous a servi à venir ici dans cette salle et pas à aller au commissariat pour dire je viens pour le congrès de la médecine symbolique. Vous voyez, c'est lui qui vous a permis de venir ici, de trouver une place de parking, etc. Mais une véritable conscience spirituelle, eh bien, il fallait aller vers quelque chose qui était un petit peu plus loin, c'est-à-dire l'intelligence du cœur. Dans l'intelligence du cœur, on a fait, ça fait depuis 2003 que je travaille dessus. Alors pour être ultra bref, votre cœur contient un petit réseau neuronal, c'est-à-dire qu'il a un petit cerveau. Votre cœur pense, réfléchit, mémorise et prend des décisions qui sont indépendantes du néocortex. La deuxième chose, ce cœur, eh bien, il va avoir ce qu'on appelle une variabilité
cardiaque. C'est-à-dire que si je prends votre tension maintenant, vous allez avoir 125, 83 par exemple, c'est-à-dire 12, 8, 8, 3. Ensuite, si je la reprends dans 2 minutes ou dans 5 minutes, vous allez avoir 115, 72. Il va y avoir une variabilité. Maintenant, à l'intérieur d'un battement cardiaque, vous allez avoir tous ces signaux. Il va y avoir à peu près entre 40 et 60 microsignaux électriques dans un battement cardiaque. Mais l'étude de la neurocardiologie a démontré que l'immense majorité des gens fonctionnent de cette manière, c'est-à-dire qu'on est en incohérence neurocardiovasculaire. Votre tension va varier sans arrêt et il va y avoir une variabilité à l'intérieur de chaque battement cardiaque. Et donc on a compris que c'était un langage que le cœur envoyait vers notre cerveau. S'il est incohérent, il va envoyer cette incohérence vers notre cerveau qui va le répercuter vers tous les organes périphériques. Mais s'il est cohérent, ce qu'on appelle la cohérence neurocardiovasculaire, eh bien, il va commencer à rassembler tous les sous-systèmes corporels comme un orchestre symphonique. Et à ce moment-là, il y a des implications sur la santé, sur l'architecture émotionnelle et aussi sur la manière dont nous nous percevons en tant qu'être humain et la manière dont nous percevons les différentes problématiques qui jalonnent notre existence. Alors je vous ai montré ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Alors pourquoi j'ai voulu vous montrer ça? Vous voyez, vous avez 3 grandeurs électriques qui sont déphasées. Vous voyez, elles sont là. Mais la résultante de ces 3 grandeurs, c'est une onde fixe. Vous voyez, l'amplitude, elle ne bouge pas. Et donc, qu'est-ce qui maintient l'ordre dans l'univers? Eh bien, ce sont les ondes stationnaires, qu'on appelle aussi faussement un peu des ondes Tesla. Mais lorsque vous êtes en cohérence cardiaque, eh bien, votre cœur génère un code cardiaque qui est identique à une onde stationnaire. C'est-à-dire que quelque part, lorsque vous savez vous mettre en cohérence cardiaque, eh bien, vous êtes en synchronisme avec l'ordre qui existe dans l'univers. Et peut-être pour la première fois réellement dans notre existence, tous les organes qui nous composent, eh bien, fonctionnent, j'allais dire, comme une seule femme. On peut dire un seul homme maintenant parce que, à cause de l'écoféminisme qui surgit. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est un exercice court de cardio-méditation. Et ce que je vous propose, donc, on va mettre le son. Là, j'en ai pour 1 minute 30. Là, voilà. Et puis, donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre vraiment, c'est de vous synchroniser à la vie de l'univers, de synchroniser l'ordre, la beauté, l'allégresse et la joie qui existent dans l'univers. Si vous savez le faire, vous n'aurez même plus besoin d'un son après, parce qu'il y a un son que j'ai créé, ça m'a mis 18 mois pour le créer, mais vous allez peu à peu, si vous voulez, entrer réellement en lien avec l'élégance du vivant sous toutes ses formes dans l'univers. On peut mettre le son, Patrick. Alors il faut, voilà. Alors si vous le voulez bien, voilà, vous avez une position confortable, vous avez les pieds bien d'aplomb sur le sol, vous pouvez avoir vos mains posées sur les cuisses, soit les paumes vers le firmament ou sur vos cuisses, comme vous le voulez, comme vous le sentez. Vous avez les yeux clos, vous vous laissez aller, vous avez les épaules souples, et je vais compter de 10 à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà, votre corps est calme, votre corps est tranquille. Sans effort de votre part, c'est juste une pensée. Vous allez basculer votre centre de conscience de votre tête vers votre cœur. Ce cœur qui aime, ce cœur qui pense,
ce cœur qui vit. Et vous allez penser, je respire à travers mon cœur, le son que j'entends, c'est le son de cohérence cardiaque, c'est le son que votre cœur émet dans votre poitrine. C'est un son cohérent, mais vous allez aussi penser, je respire à travers mon cœur, force, dynamisme, élégance de l'univers. Force, dynamisme, élégance de l'univers. Nous respirons, nous, les uns et les autres, force, dynamisme, élégance de l'univers à travers notre cœur, à travers notre corps, à travers notre être, de manière à ce que notre radiation, notre rayonnement s'étale vers nos voisins, les autres personnes. Cet endroit de Chambéry, la région Savoie, les départements limitrophes, et puis peu à peu notre pays, la France, et puis aussi de notre pays vers les autres pays limitrophes, l'Europe. Et puis peu à peu, notre rayonnement, notre radiation s'étale tout autour de notre planète, notre terre-mère, la Pachamama, des contes, des légendes, Incas. Et nous faisons un avec l'univers. Je suis un avec moi-même, avec l'univers. Je reste silencieux quelques instants. Voilà, je vais compter jusqu'à 5. À 5, vous prendrez une respiration profonde. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous prenez une respiration profonde, vous ouvrez les yeux, vous faites une reconnexion entre votre conscience terrestre et la conscience lumineuse de votre âme. Mesdames et messieurs, merci 1000 fois et que la vie soit comme une bonne mère pour vous, qu'elle vous protège et qu'elle vous montre la voie juste.